Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes encore très heureux de vous savoir, sans doute très nombreux à nous écouter au Togo, en Afrique et dans le monde. Et ça nous conforte à vous servir une bonne émission. Jeff le Prince, bonjour. Bonjour, très cher Sass. Bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM et Lumière FM. Primus Dotier Genou Arlidja, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices et amis auditeurs. Bonjour, Chasse Gaouj. Bonjour, Jeff. Bonjour, professeur Dossé. Merci d'avoir trahi le petit secret. Avant de finir par notre invité, le temps d'accueillir Eric Hugues Johnson, tiré, il sait à combien d'épingles. Bonjour, Eric Hugues Johnson. Bonjour, LFM. Reprenez s'il vous plaît, le micro n'était pas ouvert. Ah d'accord. Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Je félicite votre épouse qui vous a aidé à choisir ce costume que vous arborez et qui vous va si bien. Merci. Comme Primus a déjà trahi le secret, eh bien j'en parle. Professeur Dossé, bonjour. Oui, bonjour Sass, bonjour à tous les amis, bonjour à tous les citoyens et meilleurs vœux. Merci, nos vœux réciproques, surtout que la paix, l'amour de Dieu le Tout-Puissant soit sur vous, sur nous tous et sur tout le pays. Eh bien, David Dossé, professeur de son État, est le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Déjà hier, nous parlions de vous, professeur. Nous avons parlé de la rencontre que vous aviez eue, rencontre à l'issue de laquelle vous aviez sorti un document que Liberté reprenait hier, je cite... l'illégalité de la nouvelle Cour constitutionnelle que vous avez relevée. Et puis, courant la journée d'hier, nous avons eu connaissance d'une lettre ouverte que le Front citoyen Togo Debout et Synergie ont adressée au chef de l'État. Un document dans lequel vous releviez toujours ce qui vous fonde à croire que la Cour constitutionnelle installée le 30 décembre dernier a été faite dans l'illégalité. Nous avons souhaité que vous soyez là pour en parler avec nous. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Juste le temps de rappeler que nous sommes accompagnés à la technique par Michel Kokou, Vitogbe Tomega et Géraud Dakucha. Très rapidement, la pensée du jour, c'est le philosophe romain Sénèque qui a écrit: hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. Le professeur Dossé m'a confié qu'il a une obligation sur le coup de 11h30. Donc, chers confrères, souffrez qu'on commence par la page sociopolitique, le temps que nous revenions à la page culture et société, notamment avec des articles que j'ai trouvés dans l'Union pour la patrie et que je trouve intéressants et importants. Eh bien, l'élection présidentielle 2020, nous sommes aujourd'hui le 7 janvier, et selon le document publié par la CENI il y a quelques semaines, c'est demain, 8 janvier, à 23h59, que sera close la période de dépôt des candidatures à la CENI. Mais dans leur parution de ce jour, des confrères se montrent, je dirais, quelque peu alarmistes sur le processus électoral. Jugez-vous en vous-même quand l'Indépendant Express écrit Togo, élection décisive 2020, l'année s'annonce très agitée, écrit donc l'Indépendant Express. Quant à Sika, il écrit à la page 2 en éditorial élection 2020, quel que soit le résultat, il y a danger. C'est ce que ces deux journaux ont écrit aujourd'hui. Et je rappelais hier
le titre de Liberté qui écrivait donc hier présidentielle en entendant de nouvelles manifestations, l'illégalité de la nouvelle Cour constitutionnelle relevée. C'était au cours d'une assise qui avait rassemblé les associations comme Front Citoyen Togo Debout, des acteurs politiques de l'opposition, une autre organisation de la société civile, et des candidats déclarés à l'élection présidentielle ainsi que de simples citoyens. Et puis, aujourd'hui, c'est l'Alternative qui publie la lettre ouverte que le Front Citoyen Togo Debout et Synergie Togo ont adressée au chef de l'État, président de la République, document dans lequel, professeur Dossé, vous relevez que la Cour constitutionnelle installée le 30 décembre dernier a été faite sur des bases illégales. N'est-ce pas, professeur? Oui, tout à fait. Une telle affirmation, vous pensez bien qu'il a fallu bien réfléchir, bien peser chaque mot avant de pouvoir la faire. Nous estimons que la Cour constitutionnelle actuelle a été mise sur pied dans la précipitation. Et que ce qui est grave, c'est que cette Cour constitutionnelle, dans sa mise en œuvre justement, viole plusieurs obligations contenues dans la loi organique. Je vais peut-être citer un ou deux exemples. Oui. Tout d'abord, l'acte de création dit clairement qu'il faut 9 membres. Ça, c'est l'acte de création. Et aujourd'hui, on a le sentiment que le gouvernement tend à faire croire il peut y avoir une confusion tout à fait légale entre l'acte de création de la Cour constitutionnelle qui dit clairement qu'il faut 9 membres et les dispositions qui aident au fonctionnement de la Cour. Et ces dispositions permettent par exemple qu'en l'absence d'un membre, de 2 membres, que cette Cour puisse fonctionner. Il n'est pas possible d'avoir une mesure dérogatoire quant à la création de la Cour constitutionnelle. Sans être constitutionnaliste, tout le monde vous le dira. La première des choses, c'est qu'à la création, l'organe soit créé de façon complète. Et ensuite, pour son fonctionnement, on mettra en place les dispositions qui permettront, avec un quorum, de fonctionner et de prendre des décisions. Et donc, on ne peut pas concilier un acte de création ou remplacer un acte de création par des dispositions pour un fonctionnement. C'est la première des choses. Oui, sur ce point-là, vous rappelez que le ministre Christian Trimois, qui est juriste, ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des institutions avec la République, lorsqu'il était sur une chaîne de télé, Neo TV, avait démontré qu'au terme de la loi, on pouvait installer la Cour constitutionnelle avec 7 membres en attendant que le Sénat soit créé et qu'on complète. Je vous dis que c'est absolument impossible parce qu'il n'y a pas de dérogation en ce qui concerne un acte de création d'une telle institution. D'autant qu'il ne s'agit pas, je ne sais pas, de créer, je ne sais pas, un syndicat ou tout autre organe. Il s'agit de mettre sur pied la Cour constitutionnelle qui, en la matière, prend des décisions tellement importantes pour la vie de notre nation, des décisions qui règlent la vie de notre nation que on ne peut pas y aller de façon aléatoire comme cela a été fait. Nous insistons en disant que cela a été fait dans la précipitation, tout simplement parce qu'il y avait des objectifs visés. Et c'est pour cela que nous insistons pour que on accepte d'abord le fait qu'il y a actuellement un problème quant à la constitution de cette Cour constitutionnelle pour que ensuite, ensemble, on puisse trouver des solutions. Et donc, j'étais en train de vous citer des exemples. Je parlais d'abord de l'acte de création, mais il n'y a pas que cela. Quand vous lisez les dispositions du juridique, il est clairement dit que il faut que lorsque vous avez un projet de création d'un tel organe, que le projet soit adressé à l'Assemblée nationale, où ce projet sera discuté, sera voté, au terme de 2 semaines d'expiration, lorsque vous avez, du délai par rapport à la date d'envoi. Et donc, une fois que cela a été fait, cela passe ensuite par la Cour constitutionnelle, qui dit, oui, c'est bien conforme à notre Constitution, et c'est après cela que ce projet est promulgué et entre en vigueur. Alors, si vous voyez les différentes étapes qui ont conduit justement
à la mise en application de la loi organique, vous voyez clairement qu'il y a eu des manquements graves qui font douter de la légalité, de la conformité de notre cours constitutionnel aux dispositions de la loi fondamentale. Et ça rappelle un dangereux précédent. Nous avons l'impression que nous sommes en train de frôler, je ne dirais pas un coup d'État constitutionnel, mais quelque chose qui y ressemble. Eh bien, dans cette longue lettre ouverte que vous avez adressée au chef de l'État et que publie le confrère L'Alternative aujourd'hui, vous relevez que le projet de loi organique portant sur la modification de la Cour constitutionnelle devrait être transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Et les députés ne devraient en débattre qu'après 15 jours. Un délai d'expiration de 15 jours. Ensuite, vous relevez que après que les députés, au bout de 15 jours qu'ils ont reçu le projet de loi et qu'ils en auront débattu et voté la modification, cela devrait être renvoyé à la Cour constitutionnelle qui devrait en juger de la constitutionnalité. Tout à fait. Et tertio, la décision de la Cour constitutionnelle étant donnée, la loi organique nouvellement votée devrait être renvoyée au Conseil des ministres pour être promulguée. Avant d'être promulguée. Et vous estimez que les 3 étapes-là n'ont pas été respectées. Tout à fait. Il y a des manquements graves et je crois que toutes les preuves aujourd'hui sont là et je ne sais pas exactement ce que le ministre Trimu a pu apporter comme démonstration, mais les faits sont patents. Il y a des manquements graves et cela pose un véritable problème quant à la légalité de notre cours constitutionnel et donc quant à la légalité de tout ce qui peut être aujourd'hui constituer une activité de cette cour constitutionnelle, notamment le processus électoral en cours. Ok, vos remarques sont bien notées, pas seulement nous ici, mais tous ceux qui nous écoutent. Mais professeur Dossé, il se fait que depuis le 30 décembre dernier, un autre point que vous relevez, vous citez un article de la loi que je n'ai pas en mémoire et vous écrivez que les 9 membres de la Cour constitutionnelle devraient prêter serment devant le président de la République qui doit avoir à ses côtés le ou la présidente de l'Assemblée nationale et la présidente du Sénat. Et vous relevez que le président du Sénat n'était pas là pendant que les 7 membres de la Cour constitutionnelle prêtaient serment. Encore un autre manquement. Effectivement, nous n'avons pas de Sénat et donc encore une fois, il y a un article qui n'a pas été respecté et ça fait un amoncellement de dysfonctionnements graves qui pose problème. Je ne dis pas que c'est un coup d'État constitutionnel, mais il y a tellement de choses graves qui s'ajoutent, se surajoutent, qu'on est en droit de s'interroger et de se demander mais où est-ce qu'on va? Surtout que, je le répète encore, c'est cette Cour constitutionnelle qui doit définir le cadre d'organisation du processus électoral et dans quelques semaines choisir l'équipe chargée de conduire les destinées de notre nation. Et donc c'est une tâche hautement importante qui ne doit vraiment souffrir d'aucune situation juridiquement inacceptable. Mais professeur, mais il se fait que, comme je le disais, depuis le 30 décembre, la Cour est installée, le chef de l'État, en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, a reçu le serment des 7 membres, et dans la foulée, le chef de l'État a procédé à la nomination du président de la Cour constitutionnelle, laquelle Cour constitutionnelle est déjà entrée dans ses travaux. C'est cette Cour-là qui a reçu le serment des 3 médecins assermentés. Je présume que c'est cette Cour-là également qui reçoit les signatures, ou bien qui recevra les signatures des candidats. Et nous savons que les décisions, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, ni ici au Togo, ni ailleurs. Alors, devant une telle situation, qu'est-ce que vos 2 organisations, Front Citoyen Togo Debout, Synergie Togo, qu'est-ce que vous proposez? Déjà que tout le monde accepte l'évidence. Nous sommes dans une situation très délicate. Il y a 2 possibilités. On décide de fermer les yeux, on persiste dans l'illégalité et on va jusqu'au bout d'un processus en sachant très bien que ce processus est totalement illégal. Et cela expose notre nation à bien de complications. Ou alors on décide tout simplement de s'arrêter. Nous sommes tous des Togolais. Et de réfléchir ensemble à une solution. Quelle est la solution la meilleure pour que nous puissions sortir de cette situation vraiment difficile, illégale, et remettre notre pays sur la voie de la légalité?
Et je le disais, ça rappelle un peu la forfaiture de 2005. À plusieurs points de vue, ça rappelle la forfaiture de 2005 et qu'il faut peut-être, à partir de ce moment, s'arrêter, réfléchir à comment faire pour sortir de cette ornière. Mais nous sommes véritablement dans une ornière. Merci. Et je rappelle que la lettre ouverte est un document de 10 pages que l'alternative publie aujourd'hui, mais qui circule abondamment sur les réseaux sociaux. Je me fais le plaisir de vous inviter à lire, et surtout les juristes, qu'on lit ce document-là et qu'on nous situe sur sa portée. Maintenant, cher ami confrère ici au studio, Jeff Le Prince. Oui, merci votre micro. Merci au professeur de venir nous expliquer un certain nombre de choses sur les actions de Front Citoyen Togo Debout avec Synergie. Bon, ma première question, c'est pas une question, c'est une observation. J'ai comme l'impression que la société civile s'en prend à la dernière minute. Pourquoi? Cette histoire de Sénat, ou si nous n'avons pas de Sénat, et nous savons pertinemment que à l'avenir ça va poser de problèmes. Je n'ai jamais, peut-être que je ne l'ai pas su, je ne sais pas si la société civile, une fois, a réclamé au moins l'installation du Sénat. Si le Sénat n'existait pas et que nous sommes en face de telles situations, aujourd'hui, je pense qu'en amont, la société civile devait réclamer l'installation du Sénat. Mais là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, devant cette situation, qu'est-ce qu'on propose exactement pour sortir de cette situation? Merci professeur, vous notez la question, peut-être que les autres aussi ont des remarques et vous ramasserez tout ça. Eric Hugues Johnson. Oui, merci. Je pense que nous sommes ici dans une logique d'explication par rapport à l'installation de cette nouvelle Cour constitutionnelle. Et moi, ma question, pourquoi parle-t-on de quelque chose qui n'existe pas? Je parle du Sénat. Ce Sénat n'existe pas. On demande que les 9 membres soient installés avant qu'ils ne commencent pas à travailler. Ce Sénat n'existe pas. Pourquoi parlons-nous de ce Sénat? Et je crois, la dernière fois, c'est les 7 membres qui ont été désignés et élus sont allés à la présidence, devant la présidente de l'Assemblée nationale et le chef de l'État pour prêter serment avant de commencer leur travail. Et je ne vois pas où ils devraient le faire, ou est-ce que c'est dit que c'est devant l'Assemblée nationale, ou c'est à la présidence, ou je ne sais pas s'il y a un lieu qui est indiqué pour aller prêter serment devant le chef de l'État dans cette situation. Et la dernière chose, il y a un article, on a demandé une nouvelle constitution, et ça a été fait à l'Assemblée nationale, et il y a un article qui a été abrogé et qui cause aujourd'hui ce problème-là, parce que c'est l'article, je crois, 155 qui disait que si le Sénat n'est pas là, que l'Assemblée nationale peut jouer ce rôle-là. Cet article a été abrogé. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans une situation délicate, mais il n'y a pas un autre article dans la Constitution qui prévoit une autre disposition. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Par rapport à cette situation. Oui, nous sommes devant beaucoup d'incongruités. Parce que, comme le dit Eric, d'abord la Cour constitutionnelle, c'est elle qui étudie la constitutionnalité de toutes les lois de la République. C'est elle qui vérifie si les lois promulguées par l'Assemblée nationale, votées par l'Assemblée nationale et promulguées par le chef de l'État, sont conformes à la Constitution. De deux, je n'ai jamais compris. Est-ce que les magistrats prêtent serment devant le président, le chef de l'exécutif? À la Cour constitutionnelle, ils sont des magistrats. Oui, c'est ce que la loi a prévu. Que c'est le chef de l'exécutif qui reçoit le serment des magistrats. Oui.
Devant le chef de l'État, le président en présence du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Dans ce cas, nous sommes dans un régime présidentiel. Pourquoi je dis ça? Dans le régime présidentiel, l'exécutif a une primauté par rapport au législatif et au judiciaire. Et c'est dans notre constitution, il est précisé que le régime qui nous préside est présidentiel. Oui, excusez-moi, mais vous faites un autre débat de fond. Je voudrais qu'on profite puisque le professeur n'a pas beaucoup de temps, qu'il nous explique l'esprit et la lettre de leur démarche. Je viens vers le professeur. Ok. Vous m'excusez. Il aura raison. Comme le dit Eric, la dernière fois, nous-mêmes aussi, nous le disions, on est parti chercher ce Sénat-là où vous venez le mettre dans la Constitution. Primo, encore une fois, le Sénat existe dans la Constitution. Oui, mais elle est où? Je ne sais pas, mais on ne l'a pas encore installé. Le professeur, voilà. Vous avez écouté les questions de Jeff et de Eric. Oui, bien sûr, effectivement, il y a peut-être une inquiétude quant au timing. Mais une chose est certaine, c'est que jusqu'ici, et cela a été relevé par Eric, il y avait des mesures dérogatoires qui faisaient que, même en l'absence de Sénat, on était encore dans le respect de la loi fondamentale, grâce à l'article 155. Voilà. Mais il y a eu des modifications qui ont été faites à l'Assemblée nationale par le parti au pouvoir, qui aujourd'hui est, je ne vais pas dire est seul à l'Assemblée, mais fortement majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas accuser une autre partie d'être mal intervenue et d'avoir peut-être conduit à cette erreur. Nous avons le sentiment aujourd'hui que c'est une omission, une erreur grave qui a été commise à l'Assemblée nationale et qui nous met dans une situation approximative au plan juridique. Et nous estimons que la Cour constitutionnelle dans sa création, la loi organique, la loi fondamentale ne doivent souffrir d'aucune approximation. Nous sommes dans une situation indélicate, une situation juridiquement instable. Plutôt que de continuer avec des œillères à foncer dans le mur, nous pensons qu'il faut s'arrêter. Reconnaître d'abord l'évidence. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître l'évidence. Arrêtons de dire, arrêtons de faire du dilatoire et de faire comme si on fait de belles démonstrations pour dire qu'on est dans la légalité. Nous sommes dans l'illégalité. Nous avons pris la peine même de soumettre la question à des constitutionnalistes qui ne sont pas togolais et ils étaient effarés. Ils étaient effarés. Ils nous ont dit, mais comment est-ce que cela a pu se faire? Ils nous ont dit tout simplement, vous savez, ils se sont trompés. Ils ont induit le chef de l'État togolais en erreur. Ils sont dans l'erreur. Donc, première étape, reconnaissons l'évidence. Arrêtons le massacre. Arrêtons le massacre, asseyons-nous ensemble, réfléchissons et discutons. Je suis tout à fait d'accord. Lorsqu'on nous dit... on n'a pas de Sénat, peut-être qu'on aurait dû crier depuis le mois de mai à la mise en place d'un Sénat. Il y a tellement de choses dans ce pays sur lesquelles on devrait crier. Vous dites que c'est peut-être une erreur de la société civile. Bon, je l'accepte. Je l'accepte. Peut-être que depuis le mois de mai, date des réformes à l'Assemblée nationale, nous aurions pu dire, oui, bon, nous attendons le Sénat parce que c'est le Sénat qui va mettre en place la Cour constitutionnelle et c'est cette Cour constitutionnelle qui va aider à la mise en place d'un processus électoral en février 2020. Nous ne l'avons pas fait, mais je pense que, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Voir cette évidence, se taire et laisser les choses évoluer jusqu'à leur terme, ce serait une erreur historique grave. Nous l'avons dit maintenant, nous aurions pu le dire avant, mais nous l'avons dit maintenant. Je pense qu'il n'est pas trop tard. On peut s'arrêter et réfléchir entre Togolais pour trouver une solution pour remettre notre pays sur la voie de la légalité. Jeff a encore une préoccupation pour vous? Oui, professeur, en français facile. Je voulais savoir les candidats Il y a toujours un souci avec votre micro. Ça peut aller maintenant? Oui. Oui, en français facile, je voudrais savoir ceux qui se sont déclarés déjà candidats à la présidentielle du 22 février prochain, est-ce qu'ils ne comprennent pas l'illégalité de la loi ou bien l'illégalité de la Cour constitutionnelle? L'illégalité de la Cour constitutionnelle parce que c'est cette Cour qui doit valider les résultats en dernier ressort. Maintenant, est-ce que ils sont aussi dans l'erreur de ne pas savoir qu'il y a une Cour constitutionnelle bancale ou comment? Je crois que c'est une très bonne question. En fait, cela a été rappelé au début de cette émission. Nous avons eu une rencontre avec notamment certains candidats à l'élection présidentielle. Et avant cette rencontre, nous avons eu des discussions bilatérales avec certains candidats.
Et beaucoup de candidats, puisque c'est pas la première fois que nous sortons un article sur l'illégalité de la Cour constitutionnelle, et certains candidats, effectivement, ont relevé la même chose, mais pour le moment s'inscrivent dans ce qu'on appelle, je crois, des mesures conservatoires. Je crois que c'est le terme qu'on utilise, puisque la Cour a lancé enfin, a donné le coup de sifflet pour la CENI. Voilà, la CENI, la Cour s'est lancée. Les mesures conservatoires font que il faut en tout cas déjà déposer son dossier avant la date limite qui est le 8 janvier. Mais je vous assure que des candidats avec lesquels nous avons discuté sont vraiment conscients de la situation et concède le fait qu'il va falloir à un moment donné trouver une solution, qu'on ne peut pas rester dans cette situation d'illégalité et aller jusqu'au bout du processus électoral en cours. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je confirme en français facile qu'il y a des candidats qui se posent exactement la même question que le Front citoyen Togo Debout et qui se disent qu'à un moment donné, il va falloir apporter un terme à cette situation totalement incongrue et essayer de mettre un peu plus de clarté, un peu plus de lumière, un peu plus de propreté dans ce processus. Oui, professeur, si vous permettez, c'est le même langage, et ça, si tu me le permets. En 2015, pas de réforme, pas d'élection, mais on a eu à faire des élections et nous sommes en train de boucler ce mandat. Maintenant, est-ce que à un moment donné, si les choses ne se remettent pas en ordre, ces candidats vont se retirer ou bien ils vont dire à titre conservatoire? Parce que si vous avez été piqué une fois vous avez été mordu une fois par un serpent quand vous voyez un ver, c'est pour dire à titre conservatoire, nous déposons en attendant de voir si ça ne va pas, on peut se retirer. Très bien. Je ne répondrai pas à la place des candidats, mais une chose est certaine. En 2015, on avait effectivement dit pas de réforme, pas d'élection. On n'était pas dans une situation similaire. Ici, nous sommes dans une situation c'est tellement compliqué à dire, d'anticonstitutionnalité ou d'inconstitutionnalité. Et c'est ça qui est absolument gravissime. Donc, les candidats avec lesquels nous avons discuté reconnaissent la gravité de la situation. Les mesures conservatoires les amènent pour le moment à suivre le processus afin de répondre à des délais prescrits. Mais à terme, je ne sais pas ce que les candidats feront, mais nous, du Front citoyen Togo Debout et de la société civile, nous savons qu'il faudra à un moment donné quand même élever de la voix et dire quelque chose de clair par rapport à ce processus. Merci. Eric Johnson. Au finish, qu'est-ce qu'il faut faire? Le micro. La première des choses, comme je l'avais dit, c'est d'abord que tout le monde reconnaisse l'évidence. Parce qu'il ne sert à rien Quand vous dites tout le monde, oui, c'est qui tout le monde? D'abord, vous avez dit que le ministre Trimua a fait une démonstration qui tendait à faire croire qu'on est dans la légalité, ce qui est totalement inadmissible, ce qui est totalement faux. Et donc, il est important que, s'il a parlé au nom du gouvernement, que le gouvernement également reconnaisse que cette situation est totalement indélicate. Je crois que ça, c'est très, très important. Mais la situation dépasse maintenant la personne de Trimua. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit que s'il a parlé au nom du gouvernement, il est important que le gouvernement prenne ses responsabilités. Même si nous allons au bout de ce processus, il sera contestable et certainement contesté parce que totalement illégal au plan juridique. Et donc, si nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation totalement ingérable, arrêtons le massacre dès à présent. Reconnaissons l'évidence et ensemble essayons de trouver une solution. Je pense qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Essayons ensemble avec les acteurs politiques, les constitutionnalistes, le gouvernement, peut-être même des facilitateurs étrangers, des constitutionnalistes étrangers. Essayons de réfléchir ensemble pour voir comment est-ce qu'il faut régler le problème. Je donne par exemple une solution. Je ne dis pas que c'est la solution, puisque c'est le Sénat qui pose problème. Plutôt que de régler le problème de l'élection présidentielle, peut-être qu'il faudra d'abord régler le problème du Sénat. Puisque c'est le Sénat, justement son absence qui pose problème. Réglons le premier problème, qui est celui du Sénat, et ensuite on verra. Mais parce que dans ce pays, nous avons l'impression qu'on se satisfait à chaque fois de l'approximation, et c'est inadmissible. Ça fait des années que à chaque fois on frôle avec la légalité juridique. On l'a vu en 2005 où on est passé d'un poste de ministre à un poste de député, d'un poste de député à un poste de président de l'Assemblée, etc., etc. Et je crois que c'est des choses inadmissibles. Aujourd'hui, essayons de faire les choses dans la légalité, en respectant le droit. Merci. Eric. Professeur, vous pensez que les 7 membres de la nouvelle Cour constitutionnelle ne peuvent pas travailler? C'est ce que vous pensez? Si tel est le cas, devons-nous arrêter le processus électoral? Ce que je dis, c'est que
la création de la Cour constitutionnelle ne répond pas à ce qui est prescrit dans l'acte de création. Et je dis que cet acte de création ne peut souffrir d'aucune dérogation. Quand on dit que c'est 9 membres, il en faut 9. Si aujourd'hui vous me démontrez qu'il y a 9 membres au sein de cette Cour constitutionnelle, dans ce cas, nous nous taisons et nous laissons le processus avancer. Merci. Seulement, je regrette que vous n'avez pas le temps. Sinon, j'aurais bien aimé que vous fussiez à nos côtés, surtout que les auditeurs puissent vous parler directement. Mais vous m'avez expliqué, vous avez un engagement. Vous avez dû même consentir un grand sacrifice pour être avec nous. Donc, si on peut résumer avant votre départ, c'est que vous reprochez fondamentalement 2 choses à la nouvelle Cour constitutionnelle installée le 30 décembre, n'est-ce pas, professeur? Essentiellement, je crois, oui. Voulez-vous nous les rappeler par votre propre bouche? D'abord, l'acte de création. L'acte de création... La nouvelle loi organique. Exactement. L'acte de création de la Cour constitutionnelle ne doit souffrir d'aucune dérogation. Il n'y a pas de mesure dérogatoire. Quand on dit que c'est 9, il en faut 9 pour la création. Et ensuite, pour le fonctionnement, on peut trouver des dispositions pour que lorsqu'un membre est absent, lorsqu'il a voyagé, lorsqu'il est malade, on puisse quand même fonctionner. Mais lors de la création, si on dit qu'il en faut 9, si on n'en a pas 9, donc on n'a pas créé une Cour constitutionnelle. Je ne sais pas ce qu'on a créé, mais ce n'est pas une Cour constitutionnelle. Vous êtes là en train de nous dire par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à la dissolution de l'ancienne Cour constitutionnelle, il y avait un membre qui était décédé, mais la Cour a toujours fonctionné à 8. Exactement. Mais ils étaient au débat 9 avant le décès. Au moment de la création, il faut... Ça, c'est donc l'acte de création que vous trouvez incomplet et illégal. Et votre deuxième attaque... Les autres manquements, par exemple... Les autres manquements, plutôt. Nous l'avons dit. Le projet de loi organique, il doit être d'abord envoyé à l'Assemblée nationale, où il sera discuté et voté, après un délai d'expiration de 15 jours. Et ce délai n'a pas été respecté. Ce délai n'a pas été respecté. Et ensuite, de l'Assemblée nationale, il faut que ce projet arrive à la... Le projet voté par les députés. Voté par les députés, arrive à la Cour constitutionnelle, qui puisse justement dire si ce projet répond aux dispositions de la Constitution. Et ça non plus n'a pas été fait. Et la dernière étape, c'est la promulgation. Et donc, il y a eu tellement de manquements. Mais vous avez insisté là-dessus, la promulgation doit intervenir après que la loi modifiée soit présentée en Conseil des ministres. Et c'est à ceux du Conseil des ministres que le chef de l'État doit prendre l'acte de promulgation. Voilà toutes les étapes. Donc, si on nous donne avec preuve à l'appui des garanties que toutes ces étapes ont été respectées, bon, je pense que nous n'aurons plus rien à dire. Mais quand on observe le processus, quand on observe les conseils de ministres qu'il y a eu ces dernières semaines, je pense qu'on est en droit de se poser des questions. Donc, voilà, tous ces manquements, et c'est même dit dans l'article 7, je crois, de la loi organique, tous ces manquements font penser à une espèce de forfaiture. Ce ne sont pas les termes exacts, mais font penser à une forfaiture grave. Et je le répète, nous sommes encore en train de frôler une situation juridiquement inacceptable qui rappelle ce qui s'est passé en 2005. Merci, professeur. Je ne vous cache pas que quand j'ai eu connaissance de ce document, je l'ai envoyé à des magistrats, des professeurs, des juristes. Je voudrais que le débat soit vraiment pluriel et qu'on nous situe si ce que vous relevez est exact ou bien si votre analyse pourrait éventuellement souffrir d'insuffisance. Ainsi va le débat contradictoire, professeur. Tout à fait d'accord. Malheureusement, vous allez devoir nous quitter. Mais je voudrais demander au professeur, quand on parle d'un délai de 15 jours, mais si la loi arrive à l'Assemblée et par rapport à une situation urgente, on peut faire voter la loi en 2 jours, même en une journée, c'est possible, non? Parce que vous insistez sur les 15 jours, le délai de 15 jours, je me pose des questions. Je pense que moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais lorsque c'est écrit noir sur blanc dans un document, lorsqu'il y a des dispositions aussi importantes par rapport à une instance aussi importante pour la vie de la nation, je pense qu'il est important qu'on puisse respecter chacune des dispositions. Merci. Primus, on va libérer le professeur. Oui, on va le libérer. Pour dire quelque chose à mon collègue Eric, je ne suis pas juriste non plus, mais ce que je sais, pour ces choses-là, il y a deux aspects qu'on regarde. La forme et le fond. Et là, si la forme dit qu'il faut un délai de 15 jours, on le respecte.
Non, Merci, merci. Voilà, le professeur s'impatiente. Il va répondre à une urgence. Juste un moment et nous continuons. Eh bien, nous revenons ici dans le débat, mais je propose qu'on continue en même temps avec la page sociopolitique et à finir par les faits culturels et de société. Eh bien, les candidatures, je peux partager avec vous que la CENI vient d'enregistrer le tout premier dossier de candidature. Selon toute vraisemblance, il s'agirait d'un candidat indépendant. Mais je n'ai pas autorité à vous dévoiler son nom. Autre candidature qui pourrait s'annoncer au cours de la journée, et vous le savez autant que moi, les sommités de UNI. Je ne sais pas s'ils sont en congrès, en assemblée ou bien en conclave, mais enfin, UNI est les sommités d'UNI sont en réunion actuellement, et si une fumée sort de cette rencontre-là, c'est avec plaisir que nous la partagerions avec vous. Autre candidature en pointillé qui lui aurait valu son exclusion de son parti, c'est Ouro Tchatikpi, à qui le parti vient de lui signifier l'acte d'exclusion, parce que selon le dernier communiqué du PNP signé de la main du docteur Kossi Sama, agissant au nom du président de ce parti, prêtez-moi son nom, le président du PNP, Tikpi Achadam, on prêterait l'intention à Ouro Tchatikpi de se présenter à l'élection présidentielle. C'est pourquoi le parti a pris la décision de l'exclure. Jeff, vous êtes en connaissance de toutes ces informations? Oui, j'ai lu le document sur les réseaux sociaux d'exclusion de M. Tchatikpi. J'espère que vous avez bien prononcé. Ouro Tchatikpi. Okay. Donc, bon, je n'ai pas connaissance du règlement intérieur du parti PNP, mais si les premiers responsables du PNP jugent que leur collègue n'a pas bien agi parce qu'on aurait appris qu'il serait en train de tenter une coalition avec d'autres partis, s'il y aura un candidat unique ou pas. Ce n'est pas la dynamique du PNP. Et vous avez écouté le dernier message WhatsApp du président Tikpi Achadam sur les réseaux sociaux également, qui ne partage pas ou bien qui n'est pas dans cette dynamique de cette présidentielle de 2020. Donc du coup, bon, si le règlement l'autorise à exclure quelqu'un de son parti, je pense que c'est un coup dur pour le parti PNP. En cette période cruciale, si ça arrive comme ça, il faut se poser beaucoup de questions. Mais d'abord, tout est parti d'une première décision où M. Tchatikpi était déchargé de ses fonctions de conseil spécial du président de ce parti. Hier, le sieur Tchatikpi a réagi également, où il réfute tous les arguments portés contre lui. Il a écrit que tout ce qu'il faisait, aussi bien en Europe qu'au Togo, était au su du bureau national de son parti. Et puis dans la foulée, il y a cette décision portant exclusion de Ouro Tchatikpi de son parti. Eh bien, on entendra sa réaction si l'intention qu'on lui prête va être confirmée, s'il déposerait son dossier de candidature, ou bien comment il réagirait à la mesure disciplinaire prise contre lui. Eric Hugh Johnson, tout simplement, c'est que le parti PNP connaît sa première crise ouverte interne. Oui, mais c'est tout à fait logique. Vous savez, nous disons ici chaque fois que lorsque vous êtes dans une société, vous êtes dans une organisation, la première règle est de suivre exactement le règlement intérieur de cette organisation. Et si les premiers dirigeants du PNP sont arrivés à exclure un membre aussi important de leur formation politique, c'est certainement qu'il y a quand même quelque chose. Mais c'est sûr qu'on ne nous expliquera pas dans le fond tout ce qui s'est passé. On nous dira tout simplement que pour indiscipline, pour mauvais comportement, etc. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a eu quelque chose. Maintenant,
Si on nous dit que Monsieur Ouro Tchatikpi a l'intention de soutenir un autre candidat, d'être candidat lui-même. Ah, là encore c'est grave parce que même pour être candidat, il faut être soutenu soit par un parti politique ou avoir au moins 2000 signatures. Voilà. Donc je ne sais pas, il se base sur quoi maintenant pour déposer sa candidature. Et maintenant, qu'est-ce que le parti devrait faire? À mon avis, parce que aujourd'hui, lorsque vous créez un parti politique ou une organisation politique et qu'il y a souvent de ces problèmes-là, les militants sont pratiquement déconcertés, les militants sont déboussolés et voilà, le parti chute en termes de popularité et de fonctionnement. Donc je pense que ce parti-là doit faire très attention par rapport à ce qui se passe et remettre quand même son dirigeant dans les rangs pour que le parti puisse mieux fonctionner. Merci. Donc le PNP qui connaît sa première crise interne avec ces développements que nous partageons avec nous, c'est peut-être ça qui a inspiré nos confrères de SICA, qui titre aujourd'hui à la page 5 « L'opposition a un vilain visage ». Et SICA écrit que dans la lutte pour l'alternance au Togo, l'opposition traditionnelle actuelle a commis beaucoup de faux pas et n'a pas su se faire l'image d'une classe politique soucieuse de l'avenir du pays. Généralement, quand nous critiquons l'opposition ici, on nous en veut, alors que nous faisons l'effort de partir sur des faits précis. Voilà la première crise du PNP. Nous verrons comment ils vont la gérer. Pendant que nous accueillons Dieudonné Montosso Korolakna. Bonjour. Bonjour cher Sass, bonjour Eric, bonjour Jeff, bonjour Primus, bonjour à tous. Toutes mes excuses. Indépendante de votre volonté. Eh bien, nous disions on dira peut-être que actualité oblige. Oui, justement, l'actualité, c'est que, comme nous l'avons dit, les sommités du Parti Uni sont en réunion. Les nouvelles qui vont à temps réel nous annoncent que le chef de l'État, président du Parti Uni, vient d'arriver au siège du parti. Et comme vous êtes en retard, est-ce que vous êtes porteur éventuellement de la dernière évolution de ce qui se passe au sein du UNI? Non, mais je puis quand même dire que parce que de toute façon cette fumée depuis hier cette fumée s'est levée un peu sur au-dessus du pays. C'est les gens qui soupçonnent la fumée au sein de l'UNI. À moins que vous l'ayez vu, vous. Même si je ne suis pas une voix autorisée, mais maintenant, mais en tant que journaliste, en tout cas, on est toute oreille. On est toute oreille parce que on nous parle de midi. Et midi, c'est dans quelques minutes. On espère vivement que d'ici là, en tout cas, on aura plus de précisions concernant en fait cette candidature qui fait le chou gras depuis plusieurs, qui ne devrait pas. De toute façon, il est clair que le Parti Uni, quand le Parti Uni participera à ces élections, mais maintenant, qui au nom de ce parti au juste ira au présidentiel? Mais il y a encore des suspens, même si depuis hier beaucoup sont affirmatifs et clair que le chef de l'État Faure Gnassingbé, le chef de l'État sortant, sera investi aujourd'hui. Je ne suis pas une nouvelle fois la voix autorisée pour dire ici oui ou non, il sera investi tout de suite, même si en tout cas beaucoup confirment déjà qu'il est bel et bien le candidat qui sera investi. Merci. Juste rappeler ce que Liberté écrivait hier, mystère autour de la candidature de Faure Gnassingbé, et que l'Indépendant, dans sa parution de ce jour, écrit Faure Gnassingbé, otage d'un système. Voilà le point que nous pouvons faire sur l'élection, les critiques de la société civile, Front Citoyen Togo Debout et Synergie, et les dernières évolutions. Première candidature enregistrée par la CENI, il s'agirait d'un indépendant uni qui pourrait nous faire voir son candidat courant la journée, et qu'au sein du PNP, l'intention prêtée à Ouro Tchatikpi de se porter candidat
ouvre une crise au sein de ce parti. Si vous avez connaissance d'un autre épisode sur le plan politique, cela est le bienvenu à notre niveau. Maintenant, venons-en aux faits socio-culturels, avec ce triste souvenir que nous rappelle l'alternative. Il y a 10 ans, jour pour jour, les éperviers du Togo qui s'étaient qualifiés, qui étaient en route pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait en Angola, ont été arrêtés net dans leur élan par cette fusillade dans l'enclave de Kabinda. Nous avons enregistré sur les lieux 2 morts, le coach adjoint Amelete Abalo et Alphonse. Alors, toutes nos excuses, l'actualité oblige. Nous allons interrompre le social pour renouer avec le politique. Alphonse Ken, qui est au siège du Parti Uni. Alphonse, bonjour. Bonjour, Innocent. Eh bien, vous trouvez bien au siège du Parti Uni? Absolument, depuis 7h30. Oui. Nous y sommes. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet instant? Le chef de l'État, Paul Gnassingbé, vient juste de sortir du siège. On nous apprend que les travaux sont terminés. Est-ce qu'il est candidat ou non? Pour l'instant, rien n'a fuité. Vous écoutez un peu l'ambiance au fond. Il y a un point de presse tout à l'heure qui nous dira est-ce que le président est candidat ou non, ou le parti a choisi un autre candidat ou pas. Voilà les informations que nous attendons qu'on nous donne. Mais les jeunes, au départ, n'étaient pas ici avec les anciens combattants. Ils étaient au niveau de la Blue Zone. Maintenant, il y a 30 minutes, ils sont arrivés ici en grand nombre. Et 2 personnes se sont confiées à moi. Ils ont dit qu'ils sont venus voir quelle est la décision du chef de l'État. Est-ce que cette décision leur convient? Sinon, pour lui dire en même temps ce que eux ils pensent. Mais je ne pense pas qu'ils auront finalement le temps de parler au chef de l'État qui est en train de se donner un bain de foule actuellement et il les salue en allant vers la sortie. Donc nous attendons ici au siège du Parti Uni pour le point de presse qui va se dérouler incessamment et on en dira plus tard. Dites Alphonse, est-ce que la presse, dont vous-même, est-ce que vous avez été admis dans la salle quand le chef de l'État rencontrait les sommités du parti? Non, il faut convenir, il faut d'abord tout de suite dire que c'est pas une rencontre autorisée d'accès pour la presse. Seule la presse a eu accès aux travaux le matin. Je ne sais pas si c'était dedans jusqu'à filmer toutes les discussions qu'il y a eu. Mais quand on était arrivé, après on nous a dit de rester dehors jusqu'à 12h30, à l'heure à laquelle on nous autorise l'accès pour le point de presse. Donc on n'a pas assisté au débat, on a entendu dire que c'est un conclave entre les cadres du parti, le comité central du parti et les militants du parti, quelques délégués en tout cas pour discuter de la candidature du chef de l'État. Le matin, d'autres voix nous ont soufflé que Paul Gnassingbé sera évidemment candidat. Est-ce qu'à cette heure, oui ou non, le comité central l'a validé ou pas, on le saura. Est-ce que le chef de l'État, au sortir de la salle, est-ce qu'il s'est confié à la presse? Non, du tout. Le chef de l'État vient de partir et les confrères le suivent. Je ne sais pas si jusque-là il va vouloir dire un mot, mais la consigne c'est que le président ne parle pas. Il y aura un point de presse. Et il est sorti tout souriant, quelques membres autour de lui avec le drapeau togolais en main. Et alors il est sorti, il a salué la foule, il s'en est allé. Et là, actuellement, l'ambiance continue ici au siège, les cadres sont en train de sortir. Je ne saurais lire sur leur visage effectivement quelle est la décision qui a été prise. Pour l'instant, je sens juste que tout est calme. Les militants font du bruit, mais les hauts cadres sont très calmes. Eh bien, donc le point de presse va s'animer incessamment. À 13h. Midi 30, 13h normalement, selon le programme. Ok, vous demeurez en repérage. Si ça tombait avant 12h30, vous pouvez intervenir à tout moment. Merci, Innocent, tout à l'heure. Je vous en prie, Alphonse Ken. Voilà, quelqu'un voudrait réagir rapidement sur le live que Alphonse vient de nous faire? Montoso? Si vous voulez, ça, en communication, c'est un grand coup que le parti au pouvoir est en train de jouer. C'est-à-dire que ce qui semble une évidence pour
beaucoup de Togolais, on va dire, ce qui semble une évidence. Il y a un mythe qui entoure cette évidence jusqu'à la dernière minute. Maintenant, journalistiquement, si vous voulez, selon les informations à ma disposition à l'instant même, c'est que tout à l'heure même, en fait, les cadres du parti et le chef de l'État se sont retrouvés au siège du parti, en fait, pour lui faire le point de la tournée, des barons du parti. Vous n'êtes pas sans savoir que le bureau national, les pontes, les figures, même les grandes figures du parti étaient il y a quelques semaines en tournée. Ça, ils ont sillonné. Et donc c'est le point de la tournée qu'on lui a fait. Il était question donc de lui faire un rapport du point de la tournée. Et nous savons clairement que d'une localité à une autre, en tout cas, sa candidature était réclamée. Donc on vient de le faire le point. Okay. À 13h, oui. Il est clair et il est clairement annoncé qu'à 13h, oui ou non, on saura justement de quoi il était question. Eric, Hugh Johnson. Oui, je voudrais plutôt que tu le laisses terminer, parce qu'au fait, il a une conclusion. C'est la conclusion qui m'intéresse moi. C'est-à-dire que. Eh bien, on va le laisser accoucher. Oui. Eh bien, plutôt, mon Johnson, votre accouchement. Je n'ai pas de conclusion, je le précise. D'après mes informations, mais c'est la denrée la plus chère pour nous tous journalistes, l'information. Donc, attendons sous le coup de l'information, c'est que les cadres du parti, le siège d'un parti reste quand même, c'est à peu près le Vatican. La décision est attendue sur le coup de 13 heures. Donc, sur le coup de 13 heures, eh bien, nous serons tous situés. Alors, Jeff. Je pense que quand il dit que les cadres du parti font le point de leur tournée au chef de l'État. Donc au président du parti. Ne confondons pas les fonctions. Il est toujours en fonction. Au président du parti, c'est pour lui dire, la population veulent que tu sois, le président du parti veut être sûr qu'il n'aura pas de difficulté à être élu le 22 février. Après, la dernière décision revient au président du parti. Merci. Voilà. Je ne saurais te dire pour le moment. Le direct que Alphonse a fait avec nous, il y a son direct, mais cela doit susciter en vous des réactions. Oui, vous savez, nous sommes dans un suspense où le Parti uni, pour la première fois, garde le secret et voulait sortir la fumée blanche à la dernière minute, mais en tant que journaliste, nous continuons aussi à affiner un peu pour voir ce qui est sorti dans les sommités, au niveau des sommités du parti. De toute façon, entre 12h30 et 13h, c'est dans quelques minutes, nous attendons de voir, pour ne pas dévancer les voix les plus autorisées, nous attendons de voir d'ici 13h ce qui sortira officiellement. Merci, on a fini par Primus? Non, le parti uni a le même problème que tous les partis au Togo. C'est-à-dire que en matière de candidature, seul le président du parti est autorisé à se présenter. Les autres lui donnent leur aval à l'avance. Donc, non, maintenant, UNI veut changer la règle du jeu, bien nous annoncer une nouveauté, on ne sait pas. Eh bien, attendons. Et revenons donc, Eric, ça fait 10 ans que les éperviers ont été stoppés mortellement net à Cabinda. Et l'alternative écrit Cabinda, le drame de Cabinda, 10 ans après, où sont passés les millions d'indemnisation de la CAF et de l'État togolais. Mais c'est surtout ce triste souvenir que nous rappelons aujourd'hui. Ah oui, c'est vraiment triste. Je me rappelle qu'en ce moment, nous étions vraiment sûrs de cette équipe qui allait participer à cette CAN. Parce qu'il y avait de la discipline, il y avait du talent à l'époque. Il y avait une cohésion au sein de cette équipe. Je pense que quand on y pense aujourd'hui, on se demande si c'est pas un montage ou un sabotage. Vraiment parce que cette équipe-là allait proposer quelque chose quand même à cette CAN. Aujourd'hui, nous pleurons toujours les deux morts et le joueur, le gardien Olabire Obilale Kodjovi qui a perdu sa motricité et tout ça là, quand vous revoyez ça, c'est un film vraiment
dramatique pour nous, quoi. Je ne sais pas. En revenant sur cet événement malheureux, douloureux pour nous, je ne sais pas ce que le confrère veut exprimer, mais je pense que si des gens qui ont perdu leurs parents, des gens qui ont été blessés, tout ça, n'arrivent pas aujourd'hui à rentrer dans leur fonds, surtout, comme l'affirme le confrère, c'est vraiment grave. Il faut que les autorités prennent ce problème-là à bras-le-corps et qu'ils essaient de régler ça, parce que ça fait mal. Ça fait toujours mal pour un pays d'avoir des situations dramatiques. D'autant plus que il y a non seulement Cabinda, mais il y a aussi et surtout Lungui. C'est beaucoup. Les morts étaient vraiment énormes. Et il y a quelques jours, l'information circulait que les ayants droit de ces martyrs, si le terme n'est pas trop fort, les ayants droit s'apprêterait à porter plainte contre l'État togolais, contre la CAF et tout ce beau monde-là. Primus? Non, d'abord, quand nous prenons le cas de Cabinda, moi je n'ai jamais compris pourquoi notre équipe nationale n'a pas voyagé par avion. On va à une compétition internationale et on fait voyager les gens par bus. Alors que tout le monde savait que l'enclave de Cabinda n'était pas le plus sûr au monde. Bon, on veut qu'ils arrivent fatigués à l'épreuve. Jusqu'ici, je n'ai jamais compris. Maintenant, je vais te dire un truc qui me reconforte dans ce que je disais, qu'il y avait une cohésion dans cette équipe. Ah oui. Vous savez, quand on leur a dit que vous prenez le bus, les joueurs étaient contents de rester encore ensemble, okay, de causer avec le staff c'est-à-dire que en ce moment-là, on avait une équipe de football. Ah oui. Tout simplement. Voilà, ce drame, les deux morts, le coach adjoint Amélété Abalo, dont la femme, la veuve, se plaint ouvertement, et le papa de notre confrère Stanislas Oklo également, ces deux ayant droit se disent oubliés, abandon. Obil Ale Kodjovi essaie de se reconvertir en entrepreneur agricole et tous les traumatismes subis par cette équipe, c'est peut-être le prix que nous payons actuellement. Autre information rapidement, le 1er janvier 2020, pendant que nous fêtions, les sages-femmes et les gynécologues étaient très occupés. Eric, votre journal relève que le 1er janvier 2015, 915 enfants étaient nés au Togo. Bien sûr. Ça, c'est... Non, c'est... Vous savez que chaque année, le 1er janvier, l'UNICEF fait le point des naissances et gratifie le premier nouveau-né de l'année. Et je crois que cette année, c'est un nouveau-né haïtien qui a été primé avec sa maman. Mais c'est de dire que il faudrait que nous commencions par réfléchir un peu à ce qui se passe chez nous. On a 915 nouveau-nés, mais l'évidence c'est que tous ces nouveau-nés-là, avant 28 jours de vie, ne vont pas survivre. C'est pas la totalité. Ça veut dire que nous avons encore des problèmes dans notre pays qu'il faut régler sur le plan sanitaire. Justement, c'est ce qui fait froid au dos. Vous écrivez que au Togo, en 2020, près d'un enfant sur 30 meurt avant l'âge de 28 jours. De 28 jours. Là, vous avez des bases solides de cette étude. Oui, bien sûr. Vous savez que l'Union ne publie pas les informations sur coup de tête. On ne fait plus ce journalisme de chambre-là. Nous nous basons sur de la documentation. Et ça, c'est une information qui est donnée par l'UNICEF. Merci. Alors, si certains bébés arrivent à survivre, notamment les filles, et qu'elles sont tentées de partir à l'aventure, il y a beaucoup de risques. Et c'est le journal magazine Sika qui nous parle du phénomène des maisons closes, où les filles entre 10 et 14 ans qui sont tentées par l'aventure se retrouvent à destination, dépossédées de leurs papiers de voyage. Elles se retrouvent affamées
battues et enfermées dans des maisons closes, où elles sont constamment violentées par la patronne. C'est ainsi que ces filles-là se retrouvent à faire le travail de prostitution au péril de leur vie. Il y a un truc qui s'est passé il y a 2 mois à l'aéroport Gnassingbé Yadema ici. Et les gens étaient à l'embarquement, c'est-à-dire que à 2 doigts de l'entrée de l'avion pour un départ sur l'Asie. Je ne sais pas à quelle destination exactement, mais dans la foulée, on a entendu un nom et tout de suite, c'est une horde de policiers qui étaient venus prendre 2 jeunes filles, des filles de, je ne sais pas, j'évalue leur âge entre 13 et 15 ans. On est venu les retirer du lot des voyageurs. Et vous savez, malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'informer suffisamment sur la chose, mais ce qui a été dit, c'est qu'elles voyagent à une destination et leurs parents n'étaient pas au courant de ce voyage-là. Et c'est ces filles-là qui vivent de ces situations relevées par notre confrère Sika en Asie. On parle souvent du Liban, on parle des pays arabes comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc. Mais vous ne pouvez pas imaginer, quand vous rencontrez ces filles-là dans ces pays, vous ne pouvez même pas discuter avec elles parce que derrière elles, il y a toujours des gardes dès qu'elles sortent pour aller, ne serait-ce qu'au marché ou quelque part. Et le calvaire des filles, des femmes n'est pas fini parce que l'Union pour la patrie, votre journal, vous relevez à la page 7 la prostitution et là vous trouvez que les prostituées, la prostitution fait des victimes de plus en plus jeunes. Ah oui, bien sûr. Oui, ça me pose une inquiétude, le développement d'Éric tout à l'heure. D'autant plus que les enfants moins de 18 ans qui voyagent doivent avoir l'entente préalable avant d'avoir le visa de voyage. Maintenant, comment se fait-il que ces enfants moins de 18 ans ont le visa et étaient en embarquement avant de les saisir? Donc, c'est là où... Oui. Voilà, vas-y. Oui, c'est là où il faut interpeller les ambassades aussi. Comment est-ce que les visas sont délivrés aux mineurs dont l'entente préalable n'a pas été présentée? Oui. Et qu'à la dernière minute, les parents sont au courant que leur fille voyageait et il faut les intercepter à l'aéroport. Vraiment, ça pose véritablement un problème diplomatique et puis où il faut interpeller les ambassades et l'État togolais. Merci. On a souvent parlé, je me rappelle qu'on a fait un document avec Madame Haro qui nous a expliqué un peu ce phénomène. Au fait, ce sont les mêmes parents qui vendent leurs enfants à des expatriés qui maintenant disent bon, nous allons amener vos enfants chez nous et tout ça pour qu'ils reviennent avec plus d'argent, etc. On accepte le deal parce que les parents sont pauvres, extrêmement pauvres. Donc, ils pensent qu'en vendant leurs enfants, ils vont trouver de l'argent. Et c'est ces enfants qui sont exploités. Donc, dans les ambassades n'ont pas grand-chose à dire du moment où il y a un document, un tuteur avec ces enfants-là. Pauvreté, si tu nous tiens, c'est cette même pauvreté qui fait que c'est de plus en plus des jeunes qui se prostituent, aussi bien les masculins que les féminins. Bon, on va quand même terminer sur une information beaucoup plus heureuse. Et là encore, c'est l'Union qui nous la donne. Dédicace du livre du professeur Kakonou Boukpo avec Elom Vince et le professeur Prosper D comme discutant. Eh bien, ce sera le 9 janvier à l'Agora Senghor. Oui. Jeudi 9 janvier à Agora Senghor. Ce livre de Kakonou Boukpo intitulé L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance. Et bien, ce sera le jeudi à quelle heure? À 9h. À 9h. À 9h. J'aurais bien aimé être là, mais je devrais être ici pour préparer le club de la presse. Mais on peut toujours se rattraper le vendredi. Là, c'est l'ONG Sika de maître Sylvain Atto-Messan qui organise un débat citoyen. Le thème, c'est le contenu et les réels contours de la nouvelle monnaie éco au regard des dernières décisions d'Abidjan annoncées par Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Ce sera le vendredi 10 janvier
malheureusement pour moi, de 8h à 13h, à la maison des avocats. Maison des avocats au palais de justice. Les deux débatteurs, il y aura donc Kako Numbukbo et le professeur Nadim Khalif pour débattre, pour revoir Kako Numbukbo et débattre de la monnaie éco et de l'urgence africaine. Toutes nos excuses, nous avons empiété sur votre temps, mais nous renouons avec vous juste après avoir soufflé un peu. 93.5 Canal FM. Eh bien, amis auditeurs, les deux lignes sont ouvertes pour vous, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. C'est essentiellement le débat qu'on a eu avec le professeur David Dosset de France Citoyen Togo Debout. Malheureusement. Allô? Oui, bonjour l'ami. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur le Patriote. Le Patriote, c'est votre nom? Pardon? C'est votre nom? Oui. Ok, eh bien nous vous écoutons. J'aimerais vous souhaiter une bonne heureuse année. Merci, c'est gentil. Pour tout ce que vous faites pour le peuple togolais. Nous essayons. Maintenant, j'aimerais m'exprimer par rapport à la candidature mouvementée du président de la République. J'aimerais dire ceci. Tous vos cadres de l'UNIR pensent que le président de la République va se noyer avec eux. Mais ils n'ont qu'à se détromper. C'est tout ce que j'avais voulu leur dire. Merci. Les cadres UNIR apprécieront le conseil que vous leur donnez. Eh bien, les débats aujourd'hui ont beaucoup tourné autour de l'anticonstitutionnalité de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle installée le 30 décembre. C'est ce que le professeur David Dosset est venu nous dire. Et puis les dernières dépêches que nous avons apportées sur les candidatures qui vont dans tous les sens, sans oublier les faits sociaux, culturels et même sportifs qu'on a évoqués. Le deuxième auditeur, bonjour. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est Johannes. Johannes. Eh bien, nous suivons. Oui. D'abord, une bonne année à tous. Merci. À propos de la candidature de M. Faure Gnassingbé, moi, j'ai du mal à comprendre depuis que... je vous reçois mal. Depuis que vous parlez de cette candidature sur les zones, j'ai du mal à comprendre tout le boucan qui est fait autour de cette candidature. Si Faure Gnassingbé sera candidat ou pas, bon, c'est à eux de décider, au parti de décider. Mais il y a tout un boucan autour qui fait que finalement, c'est comme si ça devient finalement une pré-campagne qu'on fait au Parti uni. Le direct que vous venez de faire là, tout de suite, moi ça me gênait. Parce que finalement, c'est comme une publicité qu'on fait au parti. Et puis je me dis, bon, Faure Gnassingbé, encore candidat, quand on entend les analyses des journalistes, je me dis que c'est quelque chose qui devait être anormal à nous tous Togolais. Et à travers les analyses, je me dis, on rend quelque chose d'anormal, très normal. Alors que Faure Gnassingbé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va encore faire pour le Togo, qu'il n'a pas encore fait pour les 15 ans passés. Et avec cette situation, est-ce que vous pouvez me dire que l'alternance qu'il y aura un jour au Togo pourra être une alternance pacifique? Si une même famille ou bien Faure Gnassingbé devient encore remplir pour des années, pensons-nous que l'alternance qui va venir au jour au Togo pourra être pacifique si les gens veulent s'accrocher au pouvoir? Merci l'ami Johannes. Primus, je pense qu'il est important de rappeler à nos amis auditeurs, auditrices, le travail du journaliste. Nous donnons l'information. C'est les mêmes personnes qui nous demandent de ne pas prendre parti et c'est les mêmes qui nous tentent avec certaines affirmations. Primus. Oui, non. Des fois aussi, le journaliste a besoin de se mettre dans la peau d'un leader d'opinion. C'est-à-dire que le fait, c'est vrai, nous présentons le fait, mais des fois, le fait aussi a besoin d'être analysé sous tous ses points, ses points forts et ses points faibles. Et en principe, de ne pas conclure, mais de laisser le lecteur ou l'éditeur
choisir Merci. Nous exposons les faits avec nos commentaires appropriés. Doji en ligne, bonjour. Alors, c'est Doji ou bien Kolani? Ah, c'est Kolani, mon frère. Ah, Kolani, le tien là? Là, c'est Chamba. Oui, nous vous écoutons. Oh non, tout juste pour vous dire merci d'abord pour l'année. Et puis, vous dire que aujourd'hui, demain, c'est le 8. On veut clôturer la candidature. Les dépôts de candidature. Les dépôts des candidatures. Mais pourtant, la CENI nous avait dit l'ouverture, c'est le 27 au 8. 27 décembre 2019 au 8 janvier 2020. Oui. Quand la CENI disait ça, la Cour constitutionnelle n'était pas encore recomposée. Vous comprenez? Oui. Il n'y avait pas encore les médecins assermentés. Oui. Donc cela veut dire qu'ils doivent repousser cette date. Ça, c'est une logique. Mais les journalistes ne relèvent pas ça depuis hier. L'ami Kolani, nous l'avons dit à plusieurs reprises que le dépôt était ouvert le 27 décembre. Et alors que la Cour constitutionnelle n'a été installée que le 30 décembre, soit 3-4 jours après, alors que c'est cette Cour-là qui doit recevoir les signatures des candidats et recevoir le serment des médecins. Nous l'avons dit et rappelé plusieurs fois. Peut-être que vous n'étiez pas à l'écoute ces jours. Non, je vous suis. Vous avez dit ça. Et par contre, la conséquence de ce que vous avez dit, c'est quoi? Il ne nous revient pas à nous de tirer la conclusion encore une fois. C'est ça l'éveil. C'est ça l'éveil du journalisme. C'est ça, vous allez montrer, monsieur, le docteur est parti, le professeur Dosset. Oui. Il n'a fait que éveiller. C'est des réalités que vous connaissez, vous avez mis bien à l'école. C'est pas question de juriste. C'est une logique. On se donne des tests, il faut les respecter. Ce pays est toujours gouverné par tâtons. Hein? On fait des alchimies, et ça n'avance pas. Et vous êtes des journalistes qui doivent prendre position. Et veiller seulement. Nous, on n'a pas besoin de rester derrière unir ou bien l'opposition. Non, les deux, et puis on fait notre choix. Et puis pour finir, c'est sur votre chaîne que j'ai dit on attendait Poto. Finalement, cette verdict est tombée. C'est Agboume qui est notre candidat. Oui. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour ça. D'abord, je me proclame chef et directeur de campagne au niveau de la préfecture d'Agoué. Eh bien, vous savez comment contacter le Monseigneur Podjoro et votre candidat pour votre organisation interne. Monseigneur Podjoro, je vous avertis, c'est pour vous dire que... Allez plutôt vous référer à votre candidat. Nous aurons toujours le temps de vous suivre, Ami Kolani. Ok, pour finir, avec le chef de l'État, s'il n'arrive pas à se prononcer, c'est parce qu'il ne veut pas marcher son totem. Il a bien dit 2 à 3 mandats, ça suffit pour les Africains. Donc aujourd'hui, s'il mange son totem, l'ami Kolani, vous avez votre candidat dont vous vous autoproclamez porte-parole. Laissez les autres aussi choisir leur candidat. On en parlera toujours. Abonné en ligne, bonjour. Oui, dis-moi. Allô? Tu salues les gens en leur langue là. Moi aussi. Ah, Hindi. Digo, oh, elle va dire quoi? Allons-y directement. S'il vous plaît, j'aimerais faire 2 interventions. La première sur le foot et le second sur la candidature. Bien, je commence avec la candidature. Oui. Il me semble que le Togo ne vit pas en autarcie. Et que chez nous, si la Constitution dit c'est ça le premier mandat du chef de l'État, dans la sous-région, eux, ils vont compter 3 ou 4. Et ça va faire jurisprudence pour la Côte d'Ivoire qui veut tenter un 3e mandat et Alpha Condé aussi qui veut tenter 3e mandat. Ça voudra dire que ça va encore bousculer la sous-région. Je pense que cette pression internationale fait que notre président ne sait pas exactement sur quel pied danser. Donc, comme je l'ai dit hier, moi je l'encourage vivement à faire un dauphin pour sortir de la grande force. Pour le foot, j'aimerais dire cet incident qui s'est produit retarde l'évolution du football. Parce qu'on ne peut pas faire endeuiller des familles et que ces familles restent de manière souffrante et que le foot va évoluer. Je prends le tennis en question. J'estime que les bus qu'avaient pris nos éperviers étaient des bus, ne serait-ce que des bus assurés. Si c'était des bus assurés, ça veut dire que l'assurance de ce bus-là devait du moins dédommager les victimes et les familles de ces victimes en question. Si ce n'est pas fait, la FTF, coiffée par Akpovi que nous critiquons aussi tant, devait faire quelque chose.
si ce n'est pas fait, le ministère et l'État togolais devaient faire quelque chose. Même l'État dans lequel le sinistre s'est produit devait se voir dans cette affaire-là. Donc, quand toute la ligne, on ne fait absolument rien, ce sont des petits trucs comme ça qui retardent le foot. Et qu'on doit pouvoir, si on est vraiment président de la FCF, faire quelque chose et que le ministère aussi fasse quelque chose. Merci. Je vous en prie, monsieur Oulassa, c'est ça? Oluwasa. Voilà. Oui. Vous allez bien, j'espère. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous félicitons pour tout ce que vous faites. Parce que là, c'est pas facile de gérer le tempérament de tous les auditeurs qui interviennent. Oui. En plus de cela, moi, je voulais simplement savoir, la réunion est sur le franc éco, ou je sais pas quoi, vous avez parlé tout à l'heure, toutes mes excuses. Je voulais savoir à quelle date et si c'est ouvert à toute la population. La dédicace du livre, c'est ouvert à tout le monde, à Agora Senghor, le jeudi. Bon, quant au colloque de l'ONG SICA, ce sera à la maison des avocats. L'organisation demande qu'on confirme. D'accord. Donc vous pouvez... Maintenant, s'il y a un numéro, ou comment on peut avoir le numéro? Bon, je vais voir si je peux retrouver le message qu'on m'a envoyé moi-même et que je vous envoie aussi. Ça me fera plaisir. Eh bien, restez juste le temps que je trouve. D'accord. Eh bien, c'est à confirmer. Je vous contacte après. Après les non, peut-être que d'autres aussi se sont intéressés. Eh bien, si vous êtes intéressé par le colloque du SICA, c'est au 90 13 34 85. 90 19 34 85 pour confirmer le forum du SICA. Pour la présentation du livre du professeur Kakounoubo, c'est à 18h. À 18h le jeudi. Le jeudi, pas à 9h, pardon. Merci beaucoup. On va finir avec le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Oui, c'est Johannes qui revient. Oui. En fait, j'avais posé une question par rapport à l'alternance. Nous appelons tous de nos voeux une alternance pacifique au Togo. Mais moi, j'aimerais demander, est-ce que la manière dont les gens veulent s'accrocher au pouvoir, est-ce que l'alternance qui pourrait arriver au Togo un jour sera une alternance pacifique? Si les mêmes personnes veulent toujours rester au pouvoir des années et des années, l'alternance, je ne pense pas qu'elle pourrait être pacifique, mais je ne vais pas répondre à ma propre question. J'aimerais que vos confrères nous donnent leur avis. J'aimerais aussi intervenir sur la canne, le drame de Cabinda. Oui. L'alternative a parlé d'un certain fonds qui ont été déposés. J'ai lu ça. Où sont passés les millions d'indemnisation de la CAF et de l'État togolais? C'est la question que se pose et que nous pose l'alternative. Tout à fait. Et je pense qu'elle a fait des révélations dans le journal. Elle a donné des sommes précises qui ont été déposées sur des comptes précis. Voilà. J'aurais bien aimé que vous releviez cela publiquement parce que ce sont des révélations, c'est une enquête très poussée. Et pour qu'on nous dise réellement des fonds qui ont été destinés à une famille sinistrée, que des gens osent encore détourner ces fonds-là. Et c'est ces mêmes personnes qui veulent continuer à nous diriger dans le pays. En tout cas, il faut qu'on sache réellement où sont passés ces fonds-là. Parce qu'il y a des réalisations, des sommes de 150 millions qui étaient destinées aux familles. Et les familles n'ont pas eu droit à tout ça. Je vous remercie. Je vous en prie, Johannes. Merci à vous tous qui êtes entrés en ligne aujourd'hui. Eh bien, comme c'est le sujet, c'est l'actualité, n'en déplaise à certains, nous venons d'être saisis par une dernière dépêche en urgence de UNI. C'est une sommité de UNI qui nous envoie ce message. Nous sortons de l'investiture du président Faure Gnassingbé. Il a dit oui à l'appel des militants. C'est là les sommités du parti UNI. Donc, qui nous fixe que Faure Gnassingbé a dit oui à l'appel de ces militants d'être leur champion, leur candidat à l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 22 février prochain.
Eh bien, nous revenons ici. C'est stressant de faire l'émission dans de telles conditions, mais c'est ça même qui nous donne beaucoup de motivation. Ouais, bien sûr. Eh bien, Eric Hugh Johnson, vous avez 1 minute pour clore cette émission et avec votre carton de fin d'émission. Carton vert aux 2 procureurs de la justice. Je parle du procureur général et du procureur de la République. Nous condamnons souvent tout ce qui se passe à la justice togolaise, mais je crois que lorsque vous avez une situation et que vous vous rendez dans les bureaux des juges et des procureurs là, vous vous rendez compte qu'effectivement il y a du travail qui se fait. On ne dit pas que tout est bon, mais il y a quand même du boulot qui se fait parce que nous avons assisté la semaine dernière à beaucoup de choses, des décisions qui ont été prises par rapport à des situations qu'on ne comprenait pas. Mais quand on s'est rendu sur les lieux, on a vu qu'effectivement le droit est dit au palais de justice de Lomé. Et pour ça, carton vert au procureur, le général, procureur de la République et procureur général. Merci beaucoup, c'est enregistré. Jeff Le Prince? Donc moi je n'ai pas de carton, mais je ne sais pas la société ou bien c'est le ministère des Transports routiers. On a érigé des dos d'âne au niveau ou bien en hauteur de la société Sodigaz sur la route d'Aneho. J'avoue que c'est un parcours de combattants. C'est pas un dos d'âne, ça. Exactement, c'est pas des dos d'âne. C'est tellement haut. C'est tellement haut et que mais aucun panneau pour le signaler pour le moment. Oui. Donc j'invite réellement, comme je ne connais pas exactement la société ou bien la responsabilité de cette entité qui a érigé les dos de dromadaire ou dos d'âne, je ne sais pas comment l'appeler. Je pense que vraiment c'est pas bien. C'est pas bien. Donc il faut adapter les dos d'âne à la taille de nos véhicules et surtout mettre une plaque qui signale. Qui signale, exactement, parce qu'il n'y en avait pas, c'est nouvellement que cela a été fait. Mais par contre, j'apprécie, quand vous dépassez le carrefour Bodjona vers de Lyon, il y a les dos d'âne qu'on fixe souvent. Ça, c'est dans les pays européens que vous voyez, les ralentisseurs. J'apprécie plutôt ça que de mettre les trucs. Et vous souhaitez qu'on vous mette ça à Ného? Non, merci beaucoup. Mais tu souhaites qu'on mette ça à hauteur quand la route sera finie? Mais j'ai parlé de la route d'Aneho, donc évidemment. Merci. Dieu donné mon chosso Korolakna. Pas de carton. Oui, quand même, 1 minute a dit quelque chose. Mais tout simplement. Ah non. Alors, c'est. Faut pas manger le piment. Exactement. Avec la langue, avec la bouche de mon chosso. Je disais clairement que c'était un coup de communication, c'est-à-dire que ceci semblait très évident, mais il y avait un tel mystère, et ça, c'était un sacré coup de communication. Mais le Togo va fêter, par exemple, 60 ans d'indépendance cette année. Pour nous, c'est des sujets très, très importants. C'est des questions importantes. C'est-à-dire que 60 ans après, par exemple, il faut regarder dans le rétroviseur, il faut faire le bilan, il faut faire des projections. Une élection, depuis l'avènement de Faure Gnassingbé, on en a connu 3. C'est un peu, par exemple, les ambiances ordinaires. Mais il y a ces questions importantes, en fait, qui engagent la vie d'une nation qui se veut moderne. Et c'est-à-dire que quand on boucle 60 ans quand même d'anniversaire, 60 ans de reconnaissance sur l'échiquier international, il y a de grandes questions à se poser. D'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous? Il nous semble que, par exemple, dès maintenant, il faut se poser des questions sur donc ces 60 ans que nous aurons en avril prochain. Merci. Et à ce niveau, il y a le révérend père Pierre-Marie Afognon qui a adressé une lettre ouverte à tous les candidats qui se bousculent au portillon de cette élection présidentielle. Une lettre qui mérite que nous la lisions. Peut-être que si le révérend père est disponible, nous l'inviterons ici pour qu'il en partage le contenu avec nous. Primus Dotiagenou. Oui, une heureuse année à tous les auditrices et tous les auditeurs. Oui.
Et mes cartons sont rares, et ça, tu le sais bien. Je n'en ai pas. Vous n'en avez pas. Eh bien. On n'arrive même pas à avoir de calendrier ou d'agenda. Ah, je crois que j'étais le seul. Eh bien, je rappelle cette information et je cite ma source pour qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est le professeur Kondi Charles Major Magba, le président du comité des sages unis, qui nous a envoyé ce message, que ils sortaient de l'investiture et que c'est Fort et Sozimna Nyasingbe qui sera le porte-flambeau du parti uni à l'élection présidentielle dans le premier tour reste fixé au 22 février 2020. Journalistiquement, dévoiler sa source comme ça pose problème. Non, c'est l'autorité qui a accepté. C'est pour lever tout équivoque. Je vous assure que j'ai l'autorisation du concerné avant de le dire ainsi. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit. Nous nous retrouvons demain mercredi. Ce sera le 8 janvier à 11h, si Dieu le veut. Et prions que Dieu le veuille effectivement.